CTBT on testing. Le CTBT, qui concerne les essais, n'est pas encore entré en vigueur. Le traité ABM sur la défense antimissile n'existe plus. L'INF a été mentionné. Il n'est plus en vigueur, car Trump s'en est retiré. Le traité ciel ouvert a été suspendu et effectivement mis au rebut par Trump. Le New START, qui est le dernier traité sur les armes nucléaires stratégiques entre les États-Unis et la Russie, a été prolongé à la fois par Biden et Trump. Cependant, il prend fin en 2026 et personne ne s'attend à ce qu'il y ait un successeur. Si cela se produit, ce sera la première fois depuis le début des années 1970 qu'il n'y aura pas de traité bilatéral de contrôle des armements stratégiques en place. Par conséquent, ces deux superpuissances nucléaires auront alors la liberté de renforcer leurs arsenaux sans aucun contrôle ni vérification bilatérale. Hello everybody. This is Pascal from Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec mes deux collègues universitaires, Tom Sauer et Heinz Gärtner. Tom est professeur de politique internationale à l'Université d'Anvers en Belgique. Il est spécialisé dans les études de sécurité, en particulier dans le contrôle des armements nucléaires, la prolifération et le désarmement. Son dernier livre, coédité, s'intitule « Alliances en Asie et en Europe, la stratégie indo-pacifique évolutive, contexte et alignement interrégionaux ». Heinz est également professeur d'université et conférencier au département de sciences politiques de l'Université de Vienne. Il est membre du conseil de l'Institut international pour la paix. En 2022, lui et moi avons coédité le volume Neutre au-delà du froid, État neutre et système international post-guerre froide. Tom, Heinz, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Heinz, thanks for joining me today. Bonjour Pascal. Good morning. Bonjour. Vous êtes tous les deux des experts en matière nucléaire et de sécurité. J'aimerais discuter en particulier de l'état global actuel des questions nucléaires dans cette première partie de l'interview. Pour tous ceux qui écoutent, il y a aujourd'hui 9 États dotés d'armes nucléaires. 5 d'entre eux possèdent ces armes conformément au droit international et au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ou TNP. Ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Ensuite, il y a 4 États qui ont acquis des armes nucléaires en dehors du cadre du TNP. L'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. Bien qu'Israël n'ait jamais officiellement confirmé son arsenal nucléaire, il est largement reconnu qu'il les possède. Tom et Heinz, commençons par Tom. Parmi ces 9 États, lequel vous préoccupe le plus en tant qu'utilisateur potentiel d'armes nucléaires? Et quel est l'état actuel sur la non-prolifération stratégique et le nombre d'armes? Non-proliferation and decreasing the weapons today. Permettez-moi de commencer en disant qu'il y a actuellement une crise complète concernant la gouvernance des armes nucléaires. Cette crise englobe les domaines du contrôle des armements, de la non-prolifération et du désarmement. En plus de cela, nous avons la guerre en Ukraine, où la Russie, un État possédant l'arme nucléaire et l'un des signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, paix, a attaqué un État non nucléaire. Cela a été fait derrière un mur de 6000 armes nucléaires, ce qui est très lâche. La Russie a également menacé explicitement d'utiliser ses armes nucléaires à différentes occasions pendant la guerre. Donc, si vous me demandez quel État nucléaire pourrait utiliser en premier des armes nucléaires à court ou moyen terme, c'est la Russie. Heureusement, la Russie tient bon. Elle n'est pas en train de perdre parce que la menace d'une utilisation d'armes nucléaires par la Russie augmenterait si elle était chassée d'Ukraine. Cela ne se produit pas pour le moment, et je pense que le monde devrait en être reconnaissant. Je tiens à préciser que je ne défends pas Poutine. Je ne suis pas un partisan de Poutine, mais je regarde cette guerre à travers le prisme de l'ordre mondial et de la stabilité. À cet égard, il existe un risque réel que la Russie puisse utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine, ce qui pourrait ensuite dégénérer en une guerre nucléaire mondiale dans le pire des cas. Nous devrions bien sûr travailler
à empêcher cela. Nous avons eu d'autres cas où des États dotés d'armes nucléaires ont attaqué des États non nucléarisés, n'est-ce pas? L'exemple le plus flagrant est certainement l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, et cela inclut toutes les interventions des États nucléarisés, comme ce qui s'est passé lorsque l'OTAN combattait contre la Serbie en 1999. Mais vous avez tout à fait raison de dire que cette situation aurait pu être très différente, car ni les États-Unis ni l'OTAN n'étaient jamais en danger de perdre cette guerre. Alors que dans ce cas, nous ne savions pas. Heinz, je me souviens aussi que vous disiez que c'est un véritable danger. Êtes-vous d'accord avec Tom que le niveau de menace de l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie, parce que la guerre se retourne contre elle, a maintenant diminué par rapport à, disons, il y a un an? Je pense que Tom a raison. Il existe une possibilité qu'un des États possédant l'arme nucléaire, y compris la Russie, puisse utiliser des armes nucléaires. Cependant, j'aimerais discuter des raisons structurelles et des causes de l'accroissement du danger de l'utilisation des armes nucléaires. Nous avons cette tendance à voir les armes nucléaires comme plus utilisables. Depuis leur première utilisation, les armes nucléaires ont eu deux dimensions. L'une est la dissuasion, mais il ne s'agit pas seulement de dissuasion. Il s'agit aussi du potentiel de guerre, de les rendre des armes de combat. Cela a été évident à Hiroshima. Les bombes atomiques avaient là deux fonctions. L'une était de dissuader la Russie d'occuper le Japon, et la seconde était la dimension militaire. Nous avons vu le même débat dans les années 50 et 60 avec le concept de destruction mutuelle assurée. Les deux côtés ont tenté de rendre les armes nucléaires utilisables, même si cela a toujours conduit à un résultat suicidaire. Si vous utilisez des armes nucléaires en premier, la seconde frappe vous détruirait. Mais ils ont intégré des niveaux d'escalade dans toutes les triades, navale, aérienne et missiles basés au sol. Chacun a essayé de trouver un niveau où il pourrait avoir une dominance dans l'escalade, où il pourrait s'arrêter et gagner la guerre. Cela n'était pas vraiment crédible. Et puis l'OTAN est venu avec la théorie de la réponse flexible. Donc si la Russie et les pays du pacte de Varsovie, qui à cette époque incluaient l'Union soviétique, devaient commencer une guerre conventionnelle, nous commencerions avec des armes nucléaires plus petites et ensuite nous montrions les échelons de l'escalade. Cette échelle d'ailleurs a été inventée par Herman Kahn. Il a détaillé plusieurs étapes d'escalade où une guerre nucléaire pourrait être envisagée. Et maintenant, nous avons développé de vraiment petites armes nucléaires. Quand je dis assez petites, je veux dire environ la moitié de la puissance de la bombe d'Hiroshima. Et nous n'avons plus le traité FNI. Le traité FNI a été établi et conclu parce qu'il y avait une inquiétude en Europe et un fort mouvement de paix également, qu'une guerre nucléaire pourrait être limitée aux champs de bataille européens. Cela était dû au fait que les armes nucléaires tactiques et plus petites, comme le SS-20 soviétique, le Pershing II et les missiles de croisière, pouvaient être utilisées uniquement sur le territoire européen. Elles étaient perçues comme suffisamment petites pour ne pas escalader au plus haut niveau de destruction mutuelle assurée. Maintenant, d'une part, nous avons des armes nucléaires plus petites et d'autre part, nous n'avons plus le traité FNI qui a été abandonné en 2019. Le danger de l'utilisation des armes nucléaires et la croyance qu'il peut y avoir une guerre nucléaire limitée sont présents. Tom a raison, bien sûr, car il n'y a aucune certitude que cela ne dégénérera pas à un niveau mondial, impliquant des missiles stratégiques capables de détruire à la fois les États-Unis et la Russie. Cependant, les États possédant des armes nucléaires tentent de limiter leur utilisation. Par exemple, si la Russie envisage d'utiliser des armes nucléaires tactiques plus petites en Ukraine, l'idée est de maintenir le conflit contenu à l'intérieur de l'Ukraine et d'éviter une escalade.
Il pourrait espérer que l'autre camp scellera et concédera, mais il n'y a aucune garantie. Cette même logique a été appliquée par d'autres États nucléaires dans des conflits passés. Depuis la guerre de Corée, dans chaque conflit impliquant les États-Unis, il y a eu un débat sur l'opportunité d'utiliser des armes nucléaires, y compris au Vietnam. Actuellement, nous manquons de traités, le contrôle des armements est en désarroi et les armes nucléaires sont modernisées. Il y a une croyance que la dissuasion est plus efficace avec des armes nucléaires plus petites, utilisables. Ces armes ne sont pas seulement destinées à la dissuasion, mais aussi au potentiel de guerre réelle. Nous avons des stratégies très différentes concernant les armes nucléaires parmi les États dotés de l'arme nucléaire, n'est-ce pas? La Corée du Nord se vante constamment de ses armes et menace même de les utiliser. Les États-Unis n'excluent pas l'utilisation préventive d'armes nucléaires. La Russie, d'autre part, menace d'utiliser des armes nucléaires et déclare qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée. Puis il y a le joueur silencieux. Tom, à quel point es-tu préoccupé par Israël, surtout après le commentaire d'un ministre du cabinet suggérant qu'il pourrait utiliser une arme nucléaire pour aplatir Gaza? Israël n'a pas de doctrine publique, du moins pas une qui soit accessible à nous, les analystes. Ils doivent avoir une stratégie interne. Mais à quel point es-tu préoccupé par la possibilité qu'Israël utilise des armes nucléaires? Peut-être pas sur Gaza, mais contre l'Iran? Maybe not on Gaza, but on Iran. It was surprising to hear, indeed, not only a member of parliament. Il était en effet surprenant d'entendre non seulement un membre du Parlement israélien, mais aussi une semaine plus tard, un ministre discuter de l'utilisation possible d'armes nucléaires, des armes nucléaires israéliennes, sur Gaza, en plus de la destruction que nous voyons déjà maintenant, avec 80% des bâtiments détruits. Bien sûr, ce n'était pas un point de vue dominant, et le ministre a été soit licencié, soit au moins suspendu par Netanyahou. Cependant, cela dit quelque chose sur les sentiments dans la société israélienne concernant la guerre en cours. Personnellement, je ne crois pas qu'Israël aura recours à cela. D'ailleurs, la guerre touche à sa fin. Israël a déjà attaqué le nord et le centre, et se trouve maintenant dans le sud de Gaza. Donc, si vous me demandez ma prédiction, ils se retireront dans quelques semaines, ou au plus tard, mois. Mais vous avez raison. La principale menace au Moyen-Orient est la tension entre Israël et l'Iran. Et quand nous parlons d'Israël, il y a de plus en plus d'accords de paix qui sont conclus, y compris la possibilité d'un nouvel accord de paix avec l'Arabie saoudite. Cela pourrait exacerber les tensions. L'Iran est très proche de posséder une bombe. Ils ont tous les ingrédients. C'est juste une décision politique qui doit être prise par l'ayatollah Khamenei. Nous pouvons en discuter, car je suis sûr que Heinz a également des opinions à ce sujet. Mais si l'Iran devient une puissance nucléaire, les opinions seront partagées. Les partisans de la dissuasion nucléaire soutiendront que cela stabilisera la région, car les deux États posséderont des armes nucléaires. D'autres, comme moi et peut-être Heinz, sont plus inquiets et croient qu'il y a une possibilité que des armes nucléaires puissent être utilisées au Moyen-Orient à un moment donné. Israël a répété l'assassinat de scientifiques nucléaires iraniens en Iran et les États-Unis ont assassiné M. Soleimani, un général de haut rang, à Bagdad il y a 2 ans. Par conséquent, la menace d'un incident survenant en Iran est significative. Heinz, quelles sont vos plus grandes préoccupations concernant le programme nucléaire de l'Iran? Êtes-vous plus inquiet qu'il puisse être initialement saboté ou que son lancement effectif puisse devenir un casus belli? Permettez-moi d'abord de parler un peu du programme nucléaire d'Israël, qui était la première question que vous avez posée, Tom. Je pense que les armes nucléaires d'Israël ont une dimension supplémentaire, que les chercheurs appellent la coercition nucléaire. Nous avons vu un exemple de cela pendant la guerre du Kippour, lorsque Moshe Dayan, le ministre de la Défense de l'époque,
a essentiellement fait du chantage aux États-Unis. Il a prétendu qu'il y avait une menace existentielle et a suggéré que si les États-Unis ne fournissaient pas plus d'armes à Israël, celui-ci pourrait envisager d'utiliser son arsenal nucléaire. C'était une tactique pour effrayer les États-Unis afin qu'ils envoient plus d'armes et de soutien à Israël, pour empêcher Israël de se sentir contraint de jouer sa carte nucléaire. Cela ressemble quelque peu à ce que Poutine a fait. La coercition nucléaire a de multiples dimensions. Il ne s'agit pas seulement de l'utilisation potentielle d'armes nucléaires par un État nucléaire, mais aussi de faire du chantage aux grandes puissances pour obtenir leur soutien afin d'éviter d'être forcés de les utiliser. Nous pourrions nous retrouver dans une situation similaire actuellement. Si Israël soutient qu'il y a une menace existentielle, peut-être pas à Gaza, mais si le conflit avec le Hezbollah au Liban s'intensifie et que l'Iran s'implique, Israël pourrait bien menacer d'utiliser ses armes nucléaires, affirmant que son existence est en jeu. Et je pense que la menace du ministre de la Culture d'utiliser des armes nucléaires à Gaza était délibérée. Elle visait à démontrer qu'Israël dispose d'une option puissante qu'il pourrait déployer dans un conflit moyen-oriental plus large. Il a été, bien sûr, limogé, comme Tom l'a mentionné, mais son licenciement était un mouvement calculé car quelqu'un devait faire cette déclaration. C'était aussi une admission implicite qu'Israël possède des armes nucléaires, même s'ils ne l'ont pas clairement admis à ce jour. Pascal, tu voulais demander quelque chose? Avons-nous des estimations du nombre d'armes nucléaires qu'ils possèdent et de leur type? Sont-elles également montées sur des fusées ou devraient-elles être livrées par avion? Tom, peut-être as-tu plus d'informations. Les estimations suggèrent qu'Israël possède entre 80 et 200 têtes nucléaires dans l'installation de Dimona. Nous ne sommes pas sûrs où d'autres elles pourraient être déployées. D'après ce que je comprends, elles devraient être montées sur des missiles de portée moyenne. Mais Tom, tu pourrais avoir des détails plus précis. Oui, c'est largement un secret parce que les Israéliens n'en discutent pas ouvertement. Ce secret est également la raison pour laquelle le concept de zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient ne décolle pas. Puisque Israël possède des armes nucléaires mais ne les reconnaît pas, ils ne peuvent pas officiellement renoncer à ce qu'ils n'ont pas admis posséder. Pourtant, ils les ont. De plus, les États-Unis opposent systématiquement leur veto à la proposition de zones exemptes d'armes nucléaires au Moyen-Orient, aux Nations Unies, et lors des conférences d'examen du traité de non-prolifération. Actuellement, je ne crois pas que l'Iran ait l'intention de développer des armes nucléaires, comme tu l'as demandé. Il vise à atteindre un statut similaire à celui du Japon, celui d'un État seuil. Les Iraniens sont conscients qu'ils ne peuvent pas réellement utiliser d'armes nucléaires sans faire face à la destruction. Cependant, ils veulent démontrer qu'ils ont la capacité s'ils choisissent de la poursuivre. Ils utilisent également le potentiel de développement nucléaire comme un levier de négociation avec l'Occident, comme un outil politique. Le plus grand danger actuellement est que l'Iran s'implique dans le conflit au Moyen-Orient. Comme je l'ai mentionné, Israël participe également à des actions provocatrices. Les Houthis, je veux dire le Hezbollah, envoient des armes au nord d'Israël, tandis que les bouddhistes ne participent pas à l'envoi d'armes vers la mer Rouge. En même temps, Israël cible et assassine des leaders du Hezbollah, et pas seulement des leaders du Hamas, au Liban. L'Iran déclare constamment son soutien au Hezbollah, mais exprime le désir d'éviter une guerre plus large. Il maintient que le Hezbollah prend ses propres décisions concernant ses actions. Cependant, si d'autres assassinats de milices soutenus par l'Iran ont lieu en Irak et en Syrie, l'Iran pourrait s'impliquer. Si cela devait arriver, Israël soutiendrait que les États-Unis devraient également être impliqués. Pour Netanyahou, l'adversaire principal n'est pas tant le Hamas. Israël pourrait potentiellement démanteler la structure militaire du Hamas. La menace persistante pour Netanyahou est l'Iran.
qu'il considère comme un hégémon géopolitique et naturel dans la région. Israël perçoit cela comme un danger pour son existence, alors que le Hamas seul ne remet pas en question l'existence d'Israël. Cependant, la combinaison du Hezbollah et de l'Iran pourrait représenter une menace significative. Restons sur la question nucléaire juste un instant avant de nous y plonger davantage. Tom, y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter? En ce qui concerne l'Iran et les armes nucléaires, il est important de noter que les négociations sur le JCPOA semblent être dans une impasse. Cet accord nucléaire a été signé en 2015, puis abandonné par Trump en 2018. Lorsque Biden a pris ses fonctions, il a cherché à revitaliser l'accord, mais ses efforts n'ont pas abouti. Initialement, il y a eu des progrès avec l'administration Rouhani pendant les 6 premiers mois, mais cela s'est arrêté avec le gouvernement plus conservateur de Raisi. Il est difficile de déterminer qui est le plus fautif. Les administrations Obama et Raisi ont toutes deux fait face à une opposition intérieure. Obama était sous la pression des républicains pour ne pas concéder trop et pour fixer des exigences élevées. De même, en Iran, les gardiens de la révolution, dont certains pourraient être intéressés par l'acquisition d'une bombe nucléaire, ont exercé une pression. De plus, l'Iran est sous sanction, mais l'impact a diminué car il commerce maintenant avec des pays de l'Est, comme la Chine, la Russie et la Turquie. Les sanctions font toujours mal, mais l'Iran semble capable de les gérer. C'est l'impression que j'ai en observant le régime à Téhéran. Certains groupes en Iran, y compris les gardiens de la révolution, bénéficient en fait des sanctions et du marché noir qui en résulte. Cette dynamique contribue au manque de progrès dans la relance des pourparlers sur le JCPOA. À mon avis, les discussions sont effectivement mortes. Cette situation nous amène à considérer l'option japonaise, où le Japon et l'Iran pourraient potentiellement produire des armes nucléaires en quelques semaines ou mois. Cependant, je crois qu'il y a un risque plus grand avec l'Iran, car il est possible que le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, décide de poursuivre officiellement les armes nucléaires en testant une et en déclarant publiquement leur possession. En tant que politique, oui, cela défie Israël et les États-Unis. Mais permettez-moi de vous poser une dernière question ou un dernier tour de questions sur l'état de cette urgence. Tom, vous avez dit que la situation est assez mauvaise en ce moment avec le cadre juridique international et le cadre politique pour le contrôle des armes nucléaires. Nous avons en fait connu des moments bien meilleurs, en particulier dans les années 1980, pendant la dernière partie de la guerre froide, lorsque des accords ont été conclus. Maintenant, presque tous se sont effondrés. Celui que nous avons encore est le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, et nous avons le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, qui a été poussé à travers les Nations Unies contre la volonté des 5 États nucléaires permanents, mais principalement par des nations en développement et quelques autres comme l'Autriche, qui en faisait partie. Ce traité a maintenant 50 ratifications, ce qui signifie qu'il porte désormais la force du droit international derrière lui. Il y a 2 ans, vous avez écrit un article affirmant que les alliés occidentaux ne devraient pas rejeter cet effort. Où en sommes-nous aujourd'hui, Tom? Croyez-vous toujours que le TIAN a de la force? Et quel impact a-t-il sur la dynamique du cadre juridique en ce moment? Vous avez raison. Le cadre juridique est en mauvais état. Je vais brièvement mentionner que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, TIS, n'est pas entré en vigueur. Le traité sur les missiles antibalistiques, ABM, sur la défense antimissile n'existe plus. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, FNI, a été mentionné. Il n'est plus en vigueur car il a été abandonné par Trump. Le traité ciel ouvert a été suspendu par Trump et effectivement mis de côté par lui également. Le New START, le dernier traité bilatéral sur les armes nucléaires stratégiques entre les États-Unis et la Russie,
a été prolongé par Biden, bien que Trump ait également joué un rôle. Cependant, il se termine en 2026 et personne ne s'attend à ce qu'il y ait un successeur. Ce sera la première fois depuis le début des années 1970 qu'il n'y aura pas de traité bilatéral de contrôle des armements stratégiques en place. En conséquence, ces deux superpuissances nucléaires auront la liberté de renforcer leurs arsenaux sans aucun contrôle et vérification bilatéraux. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, est également en crise, à mon avis. Les deux dernières conférences d'examen du TNP n'ont pas abouti à un document de consensus. Donc, vous avez raison. Le seul point positif est le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a été adopté en 2017 par 122 États aux Nations Unies. Cela signifie que les 2/3 de tous les États du monde, principalement des États non dotés d'armes nucléaires du Sud global, Afrique, Amérique latine, Asie, ainsi que quelques États européens comme l'Autriche et la Suisse, ont été impliqués. La Suisse, en fin de compte, n'a pas signé. Et c'est toujours un développement révolutionnaire. Ce traité est le premier à interdire les armes nucléaires, tout comme les armes chimiques et biologiques. Les mines terrestres et les munitions à sous-munitions ont été interdites. Il comble un vide juridique dans le domaine nucléaire et devrait être perçu comme un signal envoyé aux États dotés d'armes nucléaires pour prendre au sérieux le désarmement nucléaire, en respectant la promesse de l'article 6 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP. Comme vous l'avez indiqué, les États dotés d'armes nucléaires n'ont généralement pas accueilli favorablement le traité. Ils l'ont trouvé prématuré et ont été très défensifs et désinvoltes à son égard dès le début, et leur position n'a pas changé depuis. Cela a conduit à une polarisation accrue, qui a commencé même avant le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, TIAN, entre les États non dotés d'armes nucléaires qui ne sont pas alliés avec des États dotés d'armes nucléaires, le plus grand groupe dans le monde, et de l'autre côté, les États dotés d'armes nucléaires et leurs alliés, qui sont une minorité d'environ 40 États. Cette polarisation s'intensifie dans le cadre du TNP, jetant le doute sur l'avenir du TNP. L'objectif derrière le TIAN demeure renforcer la norme contre les armes nucléaires, stigmatiser les armes nucléaires et leurs détenteurs, et susciter un nouveau débat sociétal et politique au sein des États dotés d'armes nucléaires et de leurs alliés. Nous ne pouvons pas changer leur politique de l'extérieur. Le changement doit venir de l'intérieur. C'est toute l'idée derrière le TPNW. Nous voyons de petits éléments d'impact au niveau local, avec des villes et des communautés qui s'expriment contre les armes nucléaires, même au sein des États dotés d'armes nucléaires. Dans le secteur privé, les banques et les fonds de pension expriment également leur opposition aux armes nucléaires, y compris dans les États dotés d'armes nucléaires et leurs alliés, comme mon propre pays. Il est difficile d'établir une relation de cause à effet direct, mais dans certaines organisations internationales, comme le G20, il y a eu récemment une déclaration intéressante. Elle a déclaré que l'utilisation d'armes nucléaires est inadmissible en réponse aux événements en Ukraine. On pourrait arguer que sans le TPNW, cette déclaration n'aurait peut-être pas été faite. Bien sûr, cela est ouvert à interprétation. Pour avoir un véritable impact, je crois que davantage d'États non dotés d'armes nucléaires devraient signer le traité. Actuellement, seuls 96 sur les 122 ont signé. Si nous atteignons 110 ou 120 signataires, alors c'est aux alliés des États dotés d'armes nucléaires, des pays comme l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, de changer de position. Sans un changement de mentalité de leur part, il n'y aura pas de pression sur les États dotés d'armes nucléaires. Ces pays jouent un rôle crucial dans le façonnement de l'avenir. Il s'agit d'une stratégie. Heinz, pourriez-vous brièvement développer la stratégie derrière le TPNW et dire si vous pensez qu'elle peut effectivement créer une pression interne à long terme?
Bien sûr, le prétendu traité d'interdiction a créé une nouvelle norme. Comme je l'ai dit auparavant, la dissuasion était la norme dominante. Maintenant, le désarmement est une autre norme avec une base légale, car les États dotés d'armes nucléaires n'ont pas vraiment respecté leurs obligations en vertu de l'article 6 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, de négocier de bonne foi pour le désarmement nucléaire. Le traité a comblé le vide juridique. Cela dit, les établissements de sécurité des États dotés d'armes nucléaires et également de l'Europe vont dans des directions différentes. Tom et moi avons assisté à une conférence à Bruxelles, une conférence de l'UQERM sur la non-prolifération et le désarmement. Cependant, la norme dominante était la dissuasion et la défense, et non le désarmement. Le traité d'interdiction a été à peine mentionné. Ce n'est pas un hasard si la plupart des signataires et des ratifications du traité d'interdiction proviennent du Sud global. Si vous regardez le continent, l'Europe a le moins de membres du traité, ce qui est prévisible puisqu'il inclut les États de l'OTAN. Les États membres de l'OTAN dépendent du parapluie nucléaire des États-Unis, qui inclut le partage nucléaire. Le concept de parapluie nucléaire stipule essentiellement que les armes nucléaires seront utilisées si un allié est attaqué, ce qui est l'opposé de ce que déclare le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le TIAN promet de ne pas utiliser d'armes nucléaires. Ce sont des concepts très différents pour les États possédant des armes nucléaires et leurs alliés. Certains soutiennent que davantage d'armes nucléaires augmentent la sécurité, tandis que les États non dotés d'armes nucléaires croient que moins d'armes nucléaires améliorent la sécurité en réduisant la probabilité de devenir une cible dans un échange nucléaire. Les partisans du TIAN soutiennent que même les États dotés d'armes nucléaires seraient plus en sécurité sans ces armes, car ils ne seraient pas cibles d'un échange nucléaire. Malheureusement, la norme dominante actuelle est la dissuasion et la défense, même si le TIAN propose une norme alternative.